qui est beau, c'est qu'aujourd'hui on est en 2026. Alors d'un côté, tu as une petite colline là-bas où tu as l'endroit du Mishkan, qui était comme il a dit le petit Beth Amikdash. Et juste en face, tu as Ariel. Aujourd'hui, il y a une grande université qui est reconnue dans le monde. Pour moi, j'ai envie, d'un côté, tu vois la période du Tanakh, de la Bible, tout ça, mais l'histoire continue. Quand on revient sur nos terres et on continue cette histoire, c'est encore un chapitre du Tanakh. Pour ce reportage inédit, Sarnash, épisode 2 by Lilmod, et Tel et Johan prennent la route pour se retrouver au cœur de la Judée-Samarie, à Élie. Dans ce cadre magnifique, nous rencontrons Sarah et Johan, un jeune couple engagé pour un échange authentique qui brise les clichés sur les fameuses colonies juives. Johan et Sarah, merci de nous recevoir chez vous ici en Judée-Samarie, à Élie, dans votre petit village. Nous sommes à l'épisode 2 de Sarnash. Sarnash, c'est Sichat Nefesh, Sichat Chaverim. Et là, on est à l'épisode 2. Le premier épisode a porté sur le Gush Katif. Et en deuxième épisode, on aimerait revenir sur cette zone géographique d'Israël qui s'appelle la Judée-Samarie et les enjeux d'un jeune couple qui habite ici depuis le 7 octobre. Donc, merci de nous inviter. Bienvenue. Déjà, présentez-vous. On est Johan et Sarah. Moi, c'est Sarah, c'est Johan. On habite à Élie, on a 29 ans, on est mariés depuis un peu plus de 2 ans, voilà. 2 semaines après la guerre, c'est facile de se rappeler. Et on a un petit garçon. Au Hachem. Et maintenant, vous avez fait votre Aliyah. Racontez-nous un petit peu vos débuts en Israël, à quel âge vous êtes monté et qu'est-ce que vous avez fait ici? Alors moi, j'ai fait l'Aliyah il y a 6 ans, un truc comme ça. J'ai commencé des études en France, j'étais dans une école juive, etc. Et un jour, je me dis que je voulais monter en Israël pour faire l'armée, etc. Alors, j'ai fait l'Aliyah, j'ai fait un programme Massa, Gourare, c'est une préparation militaire. Et ensuite, j'ai fait l'armée, j'ai fait mon service, j'étais commandant. Et ensuite, j'ai continué des études à Ariel, donc qui est l'université juste à côté, l'université de Judée et Samarie. Et voilà, ensuite, on s'est mariés, on a continué dans le coin. Moi, je suis venue, j'avais 4 ans, de Sarcelles. Et j'ai grandi à Jérusalem, j'habite à Jérusalem, fait l'école, moi je suis diplômée. Mes études à Ariel, j'ai fini de communication. Maintenant, je travaille dans la communication. Et voilà, j'ai connu Johan probablement quand on était managers ensemble. Donc, nous, on a fait le choix aujourd'hui d'interviewer un jeune couple qui habite en Judée-Samarie. Et on a fait ce choix parce qu'on voulait connaître la réalité et toutes les problématiques qu'il y a derrière un jeune couple qui habite dans cette région, qui est peu connu des francophones et peu connu des franco-israéliens qui habitent même ici. Tout le monde connaît les grandes villes. Tout le monde connaît Netanya, Tel Aviv, Jérusalem, mais peu de gens connaissent ce qui se passe derrière la zone dite de la ligne verte. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous donner un petit contexte sur ce lieu dont vous habitez? Donc voilà, c'est les territoires de 67, après la guerre de 67, qui sont séparés en 3 zones. Il y a la zone A comme arabe. Donc c'est là où il y a toutes les grandes villes arabes, Shrem, Ramallah, Bethléem, etc. Ensuite, il y a la zone C, c'est comme chez l'Anou en hébreu, donc Anou. C'est là où il y a les villages juifs, donc comme Élie, là où on habite, ou Bethel, ou Ariel, là où il y a l'université, qui est à Tarba, tous les villages juifs. Et ensuite, au milieu, il y a la zone B. B, c'est Between, Be'achad, en hébreu ensemble. Donc c'est une zone qui est partagée, ça va être les routes, les champs, ce genre de choses-là. Donc les juifs et les arabes peuvent être là-bas, mais c'est sous administration israélienne. Alors que la zone A, arabe, il n'y a que les arabes qui peuvent rentrer là-bas, c'est-à-dire qu'il y a des grands panneaux rouges, voilà, peut-être certains connaissent, où il y a écrit dessus formellement interdit de rentrer pour les citoyens israéliens, c'est dangereux, etc. Et ensuite il y a les C où les juifs peuvent rentrer, les arabes peuvent rentrer, voilà, mais c'est là où les juifs habitent. D'accord, donc il y a 3 zones et la Judée-Samarie, c'est 2 grandes zones où il y a la Samarie qui est en haut, voilà, et la Judée qui est en bas, qui est séparée par Jérusalem au milieu. Et si on fait la contraction des mots en hébreu, ça donne Ayosh. Avant, il y avait Yesha qui faisait partie aussi avec le Gush Katif, donc c'était les 3 zones. Donc on a 2 zones et vous êtes dans la région de Binyamin. Alors, c'est la tribu de Benjamin. Ok, donc ça veut dire que dans l'époque tanachique, dans la Bible, et Israël était divisé en 12 tribus, et donc nous on est dans la tribu de Binyamin, c'est ça? Pour parler d'époque tanachique, on habite à 5 minutes de Shiloh. Il y avait quoi à Shiloh, pour ceux qui connaissent? Il y avait le Mishkan. Le Mishkan, c'était le petit Beth Amikdash portatif comme ça, et c'était vraiment à 5 minutes d'ici en voiture. Donc ça veut dire que sur la route qui est en bas de chez nous, sur la route qu'on prend tous les jours pour aller au travail ou à la fac, alors c'est là-bas où il y avait tous les juifs de l'époque du Tanakh qui prenaient et qui allaient monter
au petit Beth Amikdash. Donc on comprend d'ici que la zone de la Judée-Samarie, c'est un territoire où il s'est passé tous les événements bibliques. D'accord. Et Voilà, par exemple, si on va en Judée, à Il y a Yehuda, Hebron. il y a Hebron, Marat De tomber Marpella, des pères. où ils Ouais. sont Les patriarches. enterrés Ok. les patriarches et les D'accord. matriarches. Ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2026. Alors, d'un côté, tu as une petite colline là-bas où tu as l'endroit du Mishkan, qui était, comme il a dit, le petit Amikdash. Et juste en face, tu as Ariel. Aujourd'hui, il y a une grande université qui est reconnue dans le monde. Alors, ça veut dire, pour moi, c'est j'ai envie, d'un côté, tu as le Mamash. Tu vois la période du Tanakh, de la Bible, tout ça, mais l'histoire continue. Il y a le fait modernisme. ouais, mais c'est pas juste le modernisme, ça veut dire quand on revient sur nos terres et on continue cette histoire, bah c'est encore un chapitre du Tanakh, c'est de l'autre côté de. C'est beau, c'est un lieu où passé, présent et futur se Exactement. conjuguent ensemble. Nous, on est dans une quartier, voilà, les quartiers, ça marche un peu par Gvot, par petite montagne, petite colline montagne. comme ça. Nous, on est à Neveshir. Et en face, voilà, nos voisins, c'est le village arabe de Louban. Là-bas, c'est Mahalé les Vona. C'est qui Louban? C'est quoi? Louban, Louban, pourquoi- c'est voilà, un village palestinien arabe. Et Et voilà, pourquoi il s'appelle Louban? Parce que déjà dans la Bible, il y a Mahalé les Vona. Alors ils ont pris le nom de Levona, Tout en haut là-bas, Louban. Là-bas, c'est Mahalé les Vona. On voit pas bien. Non, pardon, c'est pas les Levona, ça en fait. Si. C'est qui va t'arriver, non? Merci. Racontez-moi un peu la route là qu'on voit. C'est quoi cette route? la route en dessous, c'est la route 60. Elle traverse du nord au sud de Eilat jusqu'à tout en haut. Elle traverse tout le pays. Là-bas, c'est Givat Aroé. Après, il y a Givat Harel. Il y a un super petit déj là-bas, vraiment à faire. Là, derrière Et- la montagne, c'est Ariel, là où il y a la grande université. Non, Non. voit pas tellement. On voit là où il y a l'antenne. Ok. L'antenne, c'est Ariel. Ma prochaine question, c'est arrive la guerre du 7 octobre. Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là dans vos vies? On faisait la fête, on faisait Simchat Torah, on était ensemble. Vous étiez où? On était à Ariel. On était avec des amis et je suis à la Donc synagogue. vous n'étiez pas mariés encore? Non, non. On était fiancés. On avait prévu de se marier quelques semaines plus tard. Voilà l'agitation dans la synagogue. Les garçons, ils sont appelés. On me dit, ah, tu fais des miloïm, t'étais combattant. Je fais, ouais, mais jamais encore fait. Il me dit, vaut mieux que tu ailles vérifier ton téléphone. Donc je rentre à la maison, je vois mon téléphone, je vois 20 appels manqués, etc. Là, je comprends qu'il faut partir, qu'il faut aller à la base et qu'il faut aller faire la guerre, etc. Et la suite des préparations. Ouais. Et en fait, nous, on était fiancés, on devait se marier 2 semaines et demie après. Peut-être Eshvan, le 24 octobre. Bon, moi, il est parti Shabbat, je me suis dit, ok, tout va bien, Kilo. Il y a quelqu'un, une voisine qui m'a dit, mais t'es pas stressé pour le mariage et tout. Je lui ai dit, non, ça va, samedi soir, il rentre, quoi. C'est fini dans quelques heures. J'ai pas capté du tout la situation. Et quand on a capté la situation, bah, en fait, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait avec notre mariage? Tout ce qui s'est passé en Israël, c'était un peu difficile de penser à toi-même et à ta propre vie et ton petit mariage. Et tu voulais dire, ok, bon, c'est pas grave, c'est pas important maintenant. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu fais? On appelle notre Rav, le Rav Cherki, et c'était à 2 semaines du mariage. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Et sa réponse, c'était genre, j'ai pas compris, elle est où la question? Alors, on a compris que c'est sûr qu'on se marie, ça c'est sûr. La question, c'est juste où, comment. Et une semaine avant le mariage, quand tout s'annule, ça veut dire si avant on connaissait tous les petits détails, c'est préparer un mariage, ça prend du temps. On connaissait la sauce qu'elle allait avoir avec le riz et quelles fleurs sur la roupa. Et bah tout s'annule et on s'est dit, bah on va le faire avec les soldats. À la base, où Johan il a été appelé dans d'un autre village à Juda et Samarie aussi, dans le nord de Samarie, Tzfon Shomron, un village qui s'appelle Mevo Dotan. Hachem il sait très bien faire les choses et comme par hasard, l'orchestre qui devait nous faire, lui il habite dans le Yishuv, dans le village où Johan il a été appelé. Alors dès qu'il a entendu que Johan il est là, lui aussi il était en milieu d'ailleurs l'orchestre, il a dit je dis à ma femme, elle organise tous les gens du village, on fait le mariage. Nous on appelle une très bonne copine à nous qui s'appelle Etelfit aussi, tu connais, et on lui dit bon tu peux nous aider, en une semaine elle nous prépare le mariage. Donc là, on va suivre vraiment ce couple à travers le 7 octobre et leur mariage et toutes les difficultés qu'il y a eu à se marier, construire la maison, le foyer et les enfants par la suite, après cette guerre-là. Et donc moi, je reçois un message de Sarah. On est une semaine après la guerre. Est-elle, mais vraiment en 3 mots, on se marie avec Yohan dans une semaine. Quelle est la probabilité que tu nous organises un mariage en une semaine dans la base de Yohan à Mevo Dotan? Donc moi,
je sais pas pourquoi je n'ai pas réfléchi. Et Baruch Hashem se met en place un groupe WhatsApp très rapidement où on va mettre dans ce groupe tous les prestataires, mais pas seulement, les gens du village. Tout le monde va se mobiliser et va aider. Dans ce groupe WhatsApp, en fait, je commence à envoyer des messages à travers les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, et beaucoup de personnes vont m'envoyer, je peux faire une choupa gratuite, je peux faire traiteur gratuitement, je peux aider s'il y a besoin de main d'œuvre. Et dans ce groupe WhatsApp va se trouver les habitants de Mévodotan, mais aussi les Chayalim qui sont dans la base avec Yohan. Donc on va avoir Al-Bassar, on va avoir des figures importantes de l'armée, et on va avoir aussi les prestataires. Donc on est une quinzaine sur ce groupe. On a une semaine pour organiser un mariage, sachant qu'en vrai on a 48 heures, parce qu'on sait que les dernières 48 heures vont être critiques en fonction de ce qui se passe dans le pays. Il y a un bus qui va être commandé par Yohan et Sarah pour faire venir les gens de Jérusalem en toute sécurité, mais on est à une semaine de la guerre. Donc il n'y a pas de sécurité vraiment. Mais Mévodotan, il faut savoir que c'est quand même dans une région... À l'entrée de Jenin. Voilà, à l'entrée de Jenin, dit Taris. On arrive à la base de Yohan la veille, et Yohan nous filme l'endroit qui ressemble à un dépotoir. Et on a fait une vidéo avant-après, et il m'explique en 2 mots, tu vois là, tu enlèves ça, tu fais ça, et on va faire devant cette vue-là. On n'a pas de roupa, on n'a pas de décoration, mais on a des gens qui sont motivés. Et grâce à toutes ces personnes qui sont motivées, à tout le Ham Israël, parce qu'il va se mettre en place un vrai, moi je peux dire, parce que j'étais en coulisses, une vraie solidarité. Et grâce à cette solidarité, on a en moins d'une journée organisé le mariage. Donc on arrive à la base. Nous, on prévoit de dormir la veille là-bas. On arrive, il y a un premier barbecue qui est organisé à la base pour Yohan. Non, pas pour Yohan. Non, pas pour le mariage. Le barbecue il est organisé juste par des francophones qui sont venus de Ranana, de Kharish et d'autres endroits. Et on leur dit qu'il y a un khatan. Et là, ils commencent à danser avec le khatan. Et le soir même, on prend une souka qui va devenir en fait la choupa. Et le lendemain, on arrive, la fleuriste arrive avec les fleurs. Pour la petite anecdote, on est en train de mettre en place la piste de danse, et j'ai besoin d'une épingle pour faire tenir le drap en fait à cause du soleil. Et là, le rassar de la base, il va me dire, il m'a ramené un énorme canon citerne pour faire tenir le drap. J'ai dit, mais j'ai besoin d'une épingle. Et il m'a dit cette phrase, il m'a dit, une épingle, je peux pas te ramener, mais un camion citerne, je peux te ramener. Et donc, je me retrouve avec un camion citerne d'une épingle. Alors, racontez-nous le mariage, comment ça se passe, les gens, l'euphorie, parce qu'on est entre joie et tristesse. On est en pleine guerre, mais en même temps, on voulait remonter le moral au Ham Israël. Et c'était un moment vraiment, pour être présente, pour avoir été présente, un moment qui a fait du bien au Ham Israël. En fait, vous nous avez fait du bien. Racontez-nous un petit peu votre mariage. Parce que, comme tu dis, en vrai, je pense que c'est Kiesteuse qui était beaucoup plus grand que nous. C'est-à-dire que c'est pas notre propre histoire. Quand on a compris en fait que oui, on va se marier, c'est qu'on s'est dit qu'il y a des terroristes qui sont rentrés dans les maisons pour détruire les maisons en Israël. Alors nous, c'est le moment de créer une nouvelle maison en Israël. Et c'était en fait un message que tout en Israël, il a pris, pas que nous. Et ils sont venus pour nous faire la fête avec nous. C'était de mettre une nouvelle maison en Israël, pas que notre propre maison. Genre juste avant la choupa, quand tu faisais des photos comme ça, alors il y a une voiture qui passe, la fenêtre elle s'ouvre comme ça, et il me dit, moi je suis venue de Kiryat Ata pour ton mariage. Je le connais pas, il me connaît pas. Avant, il a entendu qu'il y a un mariage, il est venu. Et il y avait vraiment une tonne de gens. La plupart, peut-être, on les connaissait même pas. Et c'était, Baruch Hashem, une grande simcha. Et créer sa maison pendant quelques jours après le 7 octobre, c'est Ham Israël. Alors, du coup, 7 octobre, voilà, comme je vous ai dit, je prépare vite mon sac, je prends la route. Normalement, c'est une route qui est souvent bouchée, etc. Là, il y a pas un chat, donc j'essaye de m'arrêter un peu dans les autres villages. Peut-être je peux ramasser quelqu'un, un autre soldat qui doit se rapprocher de sa base. Et j'arrive à la base, je connais la base, j'ai déjà été là-bas, je sais où est le parking. Je me dis, bon, je vais me garer, il n'y a personne. Et en fait, j'ai dû me garer sur le bord de l'autoroute, sur la bande d'arrêt d'urgence, et marcher 3 km à pied pour aller jusqu'à la base, parce que c'était des files de voitures les unes derrière les autres, parce qu'il y a eu 150% de gens qui sont arrivés, quoi. Même des gens qui n'étaient pas appelés, ils sont quand même allés aux bases. Et du coup, on prend vite les affaires, etc. On arrive à la base. Et direct dès les premiers jours, on rentre dans le dur. On se prend on a une petite base avancée comme ça.
et ils se prennent tous les jours, plusieurs fois par jour, des mines, des explosifs. Donc là, on est en Judée-Samarie encore. Ouais, Ouais, c'est important. Ouais. Parce qu'il y a des mines en Judée-Samarie. On n'est pas à la non, on n'est frontière pas à de Gaza, on n'est pas à Be'eri, On est à 20 minutes Ouais. de Tel Aviv, quoi. Ouais. Ok. une demi-heure de Netanya, 20 minutes de Tel Aviv, etc. Et oui, donc les soldats qui sont là-bas dans la petite base avancée, ils se font tirer sur la base, ils se prennent des explosifs, etc. Donc le lendemain, on décide de passer à l'offensive et voilà, on rentre dans ce phare-là, dans ce village arabe-là pour faire des arrestations, etc. Donc voilà, on avait des suspects, des terroristes, et on les arrête et on les transfère à la police, au tribunal, etc. Et ouais, donc ça a été les 2 premières semaines intensives d'un point de vue de l'armée et aussi intensives d'un point de vue de il faut tout réorganiser en mariage. Donc voilà, c'était un peu une double vie en parallèle comme ça qu'il fallait mener. Est-ce que tu arrives un peu comme un touriste à ton mariage ou pas? Non, parce que non, on n'a pas eu ce luxe-là, ouais. Non, le jour du mariage, au lieu d'aller faire une balade avec les copains, aller à la mer, etc. Non, à 6h, je suis avec Ethel pour aller lever la souka, nettoyer, porter les poubelles, cueillir les fleurs, etc. Donc pas comme un tourisme, on arrive du coup dans l'état qu'on s'est déjà investi pour entrer dans la tête du mariage, donc non. Toi, tu le vois presque pas pendant 2 semaines? Déjà, il n'y avait pas de bague. C'est ça? On l'a laissé à la dernière minute, il n'y avait pas de bague. Ah ouais. Et c'est lui qui doit l'acheter, parce que sinon ça marche pas. Alors il est sorti une semaine et un jour avant le mariage. C'était la première fois que je l'ai vu après le 7 octobre et la dernière fois jusqu'au mariage. Et on arrive à faire en fait le lendemain du 7 octobre, le 8 octobre, on était censé avoir le rendez-vous avec le Rav, acheter les bagues et tout ça. Il est sorti pour une évaillée d'un copain et en fait on s'est vu aussi, on est parti voir le Rav, on est parti acheter la bague du coup. Et À une semaine du mariage. Une semaine à un jour du mariage. Et zéro, et après on s'est juste parlé, on s'est plus revu jusqu'au mariage. Et Jusqu'à la repas. Ken, c'était le stress. D'un côté, tu sais pas ce qui va se passer. D'un autre côté, tu te dis peut-être c'est pas le moment de penser à moi. Et tu essaies de faire autre chose. Et à la fin, quand ça arrive, et avec tous les gens du peuple, quoi, à Sputum, tu comprends que c'est pas que ton histoire à toi. Pourquoi avoir fait le choix de venir habiter ici et pas dans une ville comme Netanya ou Jérusalem ou Tel Aviv? On cherchait un Yishuv, un endroit pour habiter qui est très keilati, qui est très communautaire, ou jeune comme ça. Et Sarah, le plus important pour elle, c'était de pouvoir prendre son café le matin avec une belle vue. Voilà, donc c'était dans les critères. Et ouais, effectivement, on n'a pas été déçus par le côté de la communauté. Il y a vraiment beaucoup d'entraide, etc. Tout le temps, les gens, t'as même pas encore eu le temps d'avoir besoin de quelque chose, qu'il y a déjà quelqu'un qui est venu pour t'aider, qui s'est déjà proposé. Quand il y a une femme que son mari il est en milouim, en réserve, alors ça s'organise pour lui rapporter des plats à la maison, pour l'aider avec les enfants, ou quand il y a par exemple un couple qui revient avec une naissance, qui a eu un bébé, c'est la même chose. On lui propose, on lui cuisine, on l'aide, nous avec le chien, il nous aide à le sortir, des choses comme ça. Donc il y a une grande entraide. Voilà. Ou par exemple, un autre exemple un peu moins festif, c'est quand il y avait les bombardements de l'Iran. Alors nous, on n'est pas une maison qui a été construite récemment, où il y a déjà un miklat, un refuge anti-bombe qui est dans la maison. C'est-à-dire que il est dans la rue, il est partagé pour les gens de la rue, et on a une centaine de mètres à courir comme ça. Mais l'Iran, il nous arrive quoi à nous? Il nous arrive quelques jours après la naissance, après l'accouchement. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir nous aider à prendre les poussettes. Ils savent qu'on est là, ils savent qu'on va galérer, mais ils nous aident, ils prennent les poussettes. J'étais en Milouim, Sarah était toute seule avec le petit, alors il y a des gens qui viennent, qui lui prennent la poussette, qui lui prennent le petit, etc. pour aider. On cherchait genre pas... Moi j'aime moins la ville. J'avais pas envie d'habiter dans une ville. Alors peut-être ce que tu as dit, Netanya, Jérusalem, tout ça c'est connu. Mais il y a encore des endroits, genre il n'y a pas que ça en Israël. Et habiter comme ça et de voir voilà, les montagnes, la belle vue, voir mais mettre Israël et pas avoir des immeubles et des constructions et des balagans et des phares et des klaxons toute la journée. T'es vraiment dans le silence, t'es dans la nature. À Zkilouta, ton travail, tu vas travailler, tu fais tes affaires. Après tu rentres chez toi et c'est le calme et c'est ça qu'on cherchait aussi. Et aussi comme il a dit Yohan, la communauté et les gens. Mais pas forcément habiter dans une grande ville c'est peut-être pas connu mais c'est meilleur. D'accord, donc là on a parlé beaucoup d'entraide, de tous les points positifs. Quels peuvent être les défis au quotidien que vous pouvez rencontrer en habitant loin de tout finalement? Alors c'est un peu comme habiter à la campagne quoi, en France.
C'est-à-dire que Tel Aviv-Jérusalem, on a 1 heure en voiture, on n'est pas à 20 minutes en métro. Mais bon, tout le monde ici travaille dans le centre d'Israël, travaille à Jérusalem, c'est des choses qui se font. Et ça pose pas de soucis, il y a des avantages et des inconvénients. Ok. Alors, tu sais, je peux peut-être pas faire Walt le soir et commander, voilà, si j'ai envie. Si on quelque va aller au chose. cinéma, c'est une autre organisation. On va aller... Et il n'y a pas le shopping, tout ça. On économise, on fait sur Internet, du coup. Mais ouais, alors, t'as pas tout ça. T'as pas le canyon et les achats et les magasins. Et voilà, la macolette, ça veut dire on achète le lait, les œufs, tout ça. Ça ferme à 8h du soir. Ça veut dire si à 8h30, t'as envie d'un café et t'as plus de lait. Alors ouais, mais d'un autre côté, tu demandes aux voisins et t'as tout de suite 10 personnes qui te répondent. T'écris, est-ce que Ouais. quelqu'un a 2 œufs pour faire un gâteau? Exactement. Et c'est vraiment ça. Toujours t'achètes un peu plus parce que tu sais qu'il y a un voisin qui va prendre. Et il y a même la voisine carrément, la porte elle est ouverte, elle est même pas à la maison, elle me dit rentre, prends. Il y a pas le côté de la vie de la ville normale. C'est plus le silence. L'agitation. Ouais, c'est plus un peu déconnecté comme ça. Alors d'un côté c'est un désavantage, ça se dit. Mais d'un autre côté c'est ce qu'on aime aussi, c'est ce qu'on cherchait. Alors, mais dans ce cas-là, l'entraide, le côté communautaire, ça revient dans beaucoup de régions en Israël, dans le nord d'Israël, dans le sud. Alors pourquoi avoir choisi cette région spécifiquement? À part le magnifique paysage qu'on a en hiver, que tout est vert. Non, alors déjà je suis d'accord, faut habiter genre tous les endroits en Israël, c'est bien et c'est voilà, mais il faut trouver ton endroit que t'aimes. Et t'as dit pourquoi ici? Alors regarde, tu vois, en face t'as Louban, c'est un village. Et Arabe. Si nous on n'était pas là, le village il aurait continué. Donc il y a Et aussi une idée, un idéal. un idéal sioniste. Oui, ça veut dire que nous, on est la frontière. Ça veut dire, ok, si dans le sud, par exemple, ce qui s'est passé, vous en a parlé du 7 octobre, les villages Be'eri, les kibbutzim, Be'eri, ça peut être Shlomit, ça peut être Saad, tous ces endroits-là qui sont vraiment Otef Aza, qui, en fait, c'est eux la limite. Déjà, on les a créés pour être la frontière d'Israël. Si eux, ils sont pas là, et la frontière, elle avance. Et alors, ouais, d'accord, ça peut être sympa d'habiter de partout en Israël. Aval. Ici, tu as aussi un peu le côté que tu sais que rien que le fait que tu habites, c'est déjà quelque chose. Ça veut dire t'as rien fait, tu as juste mis ta maison et tu montres que oui, c'est Israël, on est là pour habiter dans tout Israël, pour être là vraiment, pour pas se dire ok, ici ça fait peur ou ici non, c'est chez nous et si nous on n'est pas là, alors malheureusement il y a quelqu'un d'autre qui est là ou tout cet endroit-là il est perdu et on l'a perdu. On peut se battre en dormant dans son lit. Eli, c'est connu pour il y a là-bas une yeshiva, une mechina. C'est comme ça après le bac, les jeunes israéliens, ils vont 1 an ou 2 dans une entre guillemets une école de préparation pour l'armée où ils vont étudier la Torah, ils vont étudier sur l'armée, ils vont étudier sur eux-mêmes pour se préparer et faire le meilleur service et être le plus efficace et pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'armée. Donc voilà, c'est comme ça un établissement qui est connu, celui d'Eli. Et il y a 20 et 30 morts juste de cet établissement-là. Et même juste du village Eli, il y a pareil aussi presque 30 personnes qui sont tombées à la dernière guerre de Harvot Barzel, des épées de fer. Et ça en dit beaucoup sur le village, sur les gens, sur des gens qui sont prêts à s'oublier pour aller aider l'autre. La région de Binyamin où on se trouve, c'est la région avec le plus de réservistes depuis le début de la guerre. Et alors ouais, si tu demandes c'est quoi les gens qui sont ici, alors Ken, je pense que on dit beaucoup de fois que l'endroit où tu habites ça influence aussi sur toi. Alors oui, on n'a pas habité quelque part d'autre, on peut pas parler des autres endroits, on n'a pas habité à Netanya. OK, moi j'ai habité à Jérusalem, mais alors ouais, on peut pas parler des autres endroits, mais on peut dire sur les endroits ici ouais que c'est des gens qui vivent l'idéal, ça veut dire ils veulent d'un côté c'est vivre l'idéal, ça veut dire se dire je suis là parce que comme on a dit pour que quelqu'un d'autre si moi je suis là, alors c'est pas quelqu'un d'autre et je suis là et j'aide et je suis très tout ce qui est Am Israël, Eretz Israël et la Torah d'Israël. Voilà moi c'est super important pour moi qu'on aille ici une grande yeshiva. Ce soir j'ai un cours de Torah avec un grand Rav, le Rav Kastiel. Johan il fait partie le mercredi du matin de son cours à la yeshiva. Il a commencé l'été à la yeshiva ici. Ça veut dire il y a tout ce qui est le côté Torah, il y a tout ce qui est communauté, il y a tout ce qui est le côté idéal, mais aussi c'est important de dire les gens qui sont ici, ça veut dire en face c'est des gens ils ont une start-up, ils habitent je sais pas à Elbit ou une maintenant elle est l'ophtalmo, elle a son magasin ici dans les Choufs. Ça veut dire c'est des gens aussi qui vivent une vie normale. Ça veut dire c'est pas des gens qui sont là et ils travaillent la terre toute la journée ou ils ont des moutons. C'est justement ça. C'est entre les gens de très la ville. J'ai mon business, je travaille, je me lève tôt le matin, je prends la voiture et je vais dans le centre travailler tout ça. Mais d'un autre côté aussi, j'ai mon calme quand je rentre chez moi. Si c'est la vue, si c'est la terre d'Israël, si c'est les gens, si c'est les idéals, Mamash Am Israël, Torah d'Israël, Eretz Israël, c'est où t'habites quoi.
Souvent dans les médias, on a une certaine image de la Judée-Samarie. Pour vous, c'est comment? Merci de suivre cette vidéo. Si vous appréciez, c'est le moment de faire un like en bas, de vous abonner à notre chaîne Lille Mode et de partager. Et pourquoi pas même mettre un petit commentaire. Ça nous fait plaisir, ça nous soutient et ça nous permet de continuer à diffuser les enseignements de la Torah d'Eretz Israël. C'est parti, on reprend. Je pense que malheureusement, dans les médias, c'est pas forcément une bonne image qui est donnée. Et pourquoi? Parce que y a une expression qui dit que le train à l'heure, il intéresse personne. C'est-à-dire à la radio, à la télé, on va jamais te parler des bons événements, des bonnes choses qui se sont passées. On va toujours te parler de là où c'est pas beau, là où c'est sale, etc. Alors peut-être que les habitants d'ici, ils sont décrits comme voilà, peut-être des campagnards qui creusent la terre, je sais pas quoi. Mais non, comme on a dit, la moitié de nos voisins, ils sont ingénieurs, architectes ou médecins, etc. Il y a un truc qui est pas raconté, voilà, dans les médias, mais il y a des jeunes, des ados comme ça qui ont fait une levée de fonds. Et qui ont fait une levée de fonds, ils ont récolté plein d'argent et ils ont acheté avec ça des poteaux en fer et des bâtons de balai et des grands drapeaux. Et sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres de la route qui est partagée entre juifs et arabes, ils ont planté des drapeaux sur le bord de la route et des drapeaux d'Israël. Et quand toi un jour le matin tu te lèves, tu vas à la fac, tu vas au travail, tu vois des drapeaux comme ça sur les côtés, c'est beau, c'est une initiative qui est belle de sens et de fierté comme ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas raconté. Juste pour revenir sur les jeunes des collines, donc les Nar Ekvaot, ça veut dire qu'ici on est dans un Yishuv qui est construit, c'est un petit village avec des vraies constructions. Toi Sarah, tu m'expliquais tout à l'heure que cette maison-là en fait c'était... Elle appartient à l'État, cette maison. Donc, elle appartient à l'État, mais elle vient de... C'est des maisons que l'État il voulait envoyer il y a plus que 30 ans, dans le Gush Katif, avant que malheureusement on a quitté le Gush Katif. Et Gush Katif n'avait plus besoin de ces maisons. Du coup, ils les ont posées ici à Eli. Pendant quelques années, c'était vide ces maisons. Mais ça veut dire que nous, on paye, notre loyer, on le paye au Yishuv. Cette maison, elle appartient à l'État. Donc l'endroit, il est reconnu par l'État, c'est-à-dire le Yishuv d'Eli. Mais après, les Nar Ekvaot, ils ont des chavot, donc des fermes. Et là-bas, ils décident de s'implanter dans des collines. Sur des collines, etc. Des zones qui dominent des territoires, des sommets comme ça. Et après, avec leurs troupeaux, leurs chèvres, leurs vaches, etc. Alors ils peuvent, après, quand elles vont paître, quand elles vont aller manger, et qu'ils les baladent, alors voilà, ça prend de la superficie et ça empêche les Arabes d'aller, voilà, encore une fois, agrandir leur territoire en dehors de zones où ils n'ont pas le droit d'aller. Parce qu'un des enjeux qu'il y a ici, on voit bien qu'il y a plusieurs petites collines. En fait, le premier qui arrive sur la colline, c'est le premier qui, que ça soit ou palestinien ou juif, c'est le premier qui garde la zone, en fait, et l'armée au milieu, quoi. Ouais, il y a quand même un organe de l'État qui est responsable de ça s'appelle le Minal Ezrachi, la direction citoyenne, qui est censée responsable de surveiller que voilà, chaque maison qui est construite, elle est sur la zone qui a le droit de faire. Bon, venez, on se pose la question que tout le monde se pose. Il y a plus de 2 millions d'Arabes palestiniens, plus de 450 000 à 500 000 Juifs. Ça vous fait pas peur d'habiter dans une zone géographique aussi avec autant de tensions? Non, la vérité, on n'a pas peur. Il faut peut-être faire attention à des endroits, c'est-à-dire que... Prendre la route le matin. Voilà, c'est-à-dire que sur la route, ils peuvent de temps en temps jeter des pierres sur la voiture. Une pierre sur une voiture qui roule à 100 km/h, ça la fracasse, ça casse le pare-brise. Les personnes qui roulent dedans, ça fait des dégâts, quoi. Ça peut même tuer, ça fait un accident. Mais ils peuvent jeter des cocktails Molotov, des bouteilles de peinture, des choses comme ça. Mais c'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Et c'est des choses que tu sais globalement où ça arrive. Alors il y a une armée et elle nous garde, elle est là pour ça. Et on leur fait confiance. Il y a aussi voilà des attentats, des couteaux, des tirs, etc. Mais encore une fois, c'est pas tous les jours. Ça arrive. Le but, c'est ça. Faudrait pas que ça arrive, etc. Mais voilà, le but des terroristes, c'est de faire de la terreur, c'est de faire peur, c'est de tuer les gens par la peur, de provoquer que les gens ils arrêtent de vivre. C'est les tuer, mais c'est qu'ils arrêtent de vivre, voilà. Et la meilleure façon de combattre le terrorisme, c'est de vivre, c'est de continuer de vivre normalement, etc. T'as dit tout à l'heure Nathania à Jérusalem. Alors, faut savoir que ça aussi, ok, on dirait que c'est il y a des milliers d'années, mais ça aussi, ça a commencé à un moment comme entouré de peut-être des Arabes ou de rien du tout, et fallait créer. Alors ouais, quand tu vois loin, quand tu vois grand, je te dis, moi je commence
je commence ici et ça va grandir et ça va. Oui, peut-être maintenant, je te dis la vérité, le moment où j'ai eu le plus peur, c'est après les accords pendant la guerre. Ça veut dire qu'on a Baruch Hashem ramené des otages à la maison et on a ramené aussi, on est sorti de prison des terroristes que malheureusement ils sont rentrés vraiment dans les villages ici autour. Ça veut dire Yohan, il était en Miloum, il était réserviste et c'est lui qui faisait le checkpoint. Ça veut dire qu'ils arrêtaient les voitures, regardaient qu'il n'y a pas des drapeaux du Hamas et les faire rentrer dans les villages. Alors tu sais vraiment qu'ils rentrent ici en face de toi. Ça c'était le moment où j'avais le plus peur, vraiment. Et c'était pas longtemps après que Dror il est né. Ça veut dire je venais d'accoucher, t'es un petit putain à la maison, c'est pas que toi et ton mari, t'as un enfant et tu te dis regarde mais qu'est-ce que je fais là peut-être. Et après tu te dis ok mais tu te rends compte si maintenant tout le monde se lève et qui part. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Alors on a perdu ça aussi. Alors oui, on peut se dire ok mais vous êtes fous. Mais peut-être tout le rêve d'Israël c'était fou au début. Et si on fait pas ça maintenant et tu le crois vraiment à ce que tu fais, alors il y aurait rien et il faut toujours des gens qui font des grandes choses pour arriver. Genre des petites choses pour eux mais pour arriver aux grandes choses et bah sauf Ken, bah moi je crois en ça que Jérusalem et Natania et Hadera et Tel Aviv, bah ça a commencé aussi avec des fous qui se sont dit Ken, on va venir, on va sécher des marais et on va se faire piquer des bêtes et on va être là tout seul. On dirait que c'est il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, on arrive, on descend de l'avion et tout est prêt. Et t'as même un croissant à Natania qui t'attend, fait par un Français. Et Bémet, comme il a dit, il y a l'armée, il y a Kajouaho. On n'est pas tout seul. Concernant votre entourage, vos familles qui, pour la plupart même, habitent en France, ils n'ont pas peur pour vous? Tant que t'as pas vécu et tant que t'as pas été, ça fait peur. Mais une fois qu'on l'a fait avec eux, on a fait la route avec mes parents qui avaient peur au début. Et ils ont vu que ça allait. C'est une route normale, voilà. Et maintenant, ils viennent, ils ont plus peur. Ils viennent maintenant régulièrement. Ils font la route même tout seuls et ça va. Mais ouais, c'est encore une fois, c'est quelque chose fait peur tant que tu n'y as pas été. Je sais pas, un exemple tout bête, t'as super peur de passer le permis de conduire, mais une fois que tu l'as passé, en vrai, tu te rends compte que c'était des bêtises. Alors, une fois que t'as passé le cap de venir, d'avoir fait la route, d'avoir visité, t'as vu que c'était beau, t'as vu que c'était sympa, etc., la peur, elle disparaît tout de suite. Pour la petite anecdote, si tu veux le mettre ou pas, la première fois qu'ils sont venus chez nous on était juste après le mariage, on n'avait rien du coup qui était prêt à cause de la guerre, tout ça. Alors quelques jours après le mariage, on est parti à Ikea et on a tout acheté et tout. On était avec notre canapé, nos tables, nos trucs et ça rentre pas dans une voiture quoi. Il faut la livraison d'Ikea. Et on arrive comme ça, on fait la queue et là il y a une dame, elle me capte, elle vient vers moi, elle me dit dis-moi où t'habites et moi je lui dis pourquoi tu m'arrêtes moi de toute cette queue là. Elle me dit non parce que t'as le look d'habiter où je pense que t'habites. Alors je lui dis ouais j'habite à Elis, à Juda et Samarie. J'étais sûre, on fait pas de livraison en ce moment là-bas parce que c'est la guerre. J'ai dit quoi? Mais on va faire quoi avec notre canapé, les tables, tout ça? Vous pouvez pas dire ça au début. Du coup, elle a dit non, désolé, c'est la guerre, on n'arrive pas dans ces coins-là. Alors, ils nous ont laissé quand même de laisser tout dans le magasin. Et les parents de Johan, du coup, qui sont venus de France, ils avaient loué une grande voiture. C'est eux qui nous ont ramené le canapé, nous ont fait la livraison. Et c'était la première fois qu'ils sont arrivés ici. En Israël, on aime beaucoup se définir comme Datilomi ou Haredi. Donc, Datilomi, c'est religieux sioniste. C'est quoi le vibe et le look pour habiter ici? Si moi, demain, je veux habiter ici, à quoi je dois ressembler? À quoi tu dois ressembler? Je pense que, je sais pas comment tu t'habilles, mais au moins à l'intérieur, t'es quelqu'un d'idéaliste, quelqu'un qui a des idéaux et qui les porte et qui veut les faire vivre. Et c'est quelqu'un qui aime sa terre, qui aime la nature, qui aime les grands airs. Et ouais, c'est quelqu'un comme ça. Le Yeshuv de Eli, il est mixte, c'est-à-dire qu'il y a des religieux et des pas religieux. La porte à l'entrée, Shabbat, normalement, elle est ouverte. Ça veut dire que tu peux prendre la voiture, tout ça, pas comme des villages religieux, par exemple, c'est fermé. Mais à l'inverse, au lieu d'avoir une sélection à l'entrée, pour les gens qui sont prêts, voilà, il y a comme le Misrad Aklita, le ministère de l'intégration. Alors voilà, il y a un bureau d'intégration qui t'aide tes droits et qu'est-ce que tu as le droit et comment, et la piscine, comment ça marche et où tu fais tes courses et combien ça va te coûter et qu'est-ce que ton village, ton quartier, il peut t'aider, etc. Donc voilà, c'est très inclusif. Tous tes droits, quoi. N'importe qui peut venir. Okay. Ils veulent te connaître, c'est-à-dire ils te rencontrent avant et tout, mais il y a pas de sélection. Y a pas de refus. Et pourquoi les Chilonim, ils veulent habiter ici? Parce qu'il y a aussi des gens, voilà, qui sont peut-être moins portés par ce rêve. Voilà. Non, peut-être des gens qui sont sionistes, mais qui sont peut-être moins portés par ça, ou que c'est pas leur raison première. Mais voilà, encore une fois, ça peut être attractif pour plusieurs raisons, de la vue, les grands airs, et il y a aussi les prix des loyers qui sont attractifs, et voilà, des choses comme ça. Donc il y a des gens qui se disent, ouais, peut-être que je préfère faire 1 heure de plus le matin pour aller au travail, mais payer moitié moins cher mon... Et faut pas être forcément religieux pour habiter ici aussi. Ça veut dire, nous on aime bien aussi, parce que comme on a dit, il y a la yeshiva, il y a des rabbins, il y a la Torah, on le sent dans les rues, mais c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, ouais.
faut comprendre que Mehmet, Juda et Samarie, Baruch Hashem, Yehuda et Shomron, c'est l'avenir de l'âme Israël, de la terre d'Israël, parce que déjà, si tu vas habiter un moment dans les grandes villes, t'en as marre de pas avoir de parking, de plus pouvoir respirer. Alors tu te dis, ok, je vais aller à Yehuda et Shomron, Juda et Samarie, mais tu te dis non, c'est loin, c'est dangereux, et je suis pas comme tous les gens qui habitent là-bas. Alors faut savoir que c'est pas aussi loin. 2, dangereux, on en a parlé. Et 3, est-ce que c'est pas comme moi? Alors il y a de tout à Juda et Samarie, il faut savoir, Kilo. Peut-être on peut penser qu'il y a que un type de personne. Ah ben non, t'as un tiers de juifs orthodoxes, c'est tout ce qui est bétarélite et tout ça par exemple. Et t'as un tiers de juifs voilà qui sont un peu comme nous, et un tiers de juifs sionistes, mais pas forcément religieux. Et t'as tout ça dans tout Yehuda et Shomron, dans tout Juda et Samarie. Ça veut dire Bémet, c'est l'avenir d'Israël. Et Israël sait que voilà, c'est une zone clé de son avenir, et c'est pour ça que l'État il investit énormément dedans. Donc voilà, si on sait qu'il y a le problème de sécurité sur les routes, alors Israël investit énormément pour faire des routes qui sont plus larges, plus sécurisées, voilà, avec des murs, avec des grillages, avec plus de voies, qui veulent ramener plus de transport aussi, qui voilà, même les maisons, voilà, casser ce cliché du un peu paysan comme ça, et voilà, faire des endroits beaucoup plus classe. Ouais, il y a des baraques de ouf. Il y a des villages avec des baraques de ouf, même chez nous là, si après on sort. Et voilà, c'est l'avenir du pays. Faut casser les clichés de ce que c'était. Là, je pense que vous avez cassé des préjugés, parce que je pense que beaucoup de personnes pensaient que c'était plus sectaire que ça ne paraît en fait. Il y a de tout. C'est très diversifié. Est-ce que vous avez peur des infiltrations terroristes depuis le 7 octobre ici dans la zone de Judée-Samarie et plus particulièrement à Élie? Encore une fois, on se refuse à vivre dans la peur et céder à ça. Est-ce que vous avez l'armée a mis en place des structures, des choses pour essayer de combattre? L'armée, elle a énormément augmenté son nombre de troupes en Judée-Samarie. Si avant il y avait, je crois qu'elle a quasiment doublé le nombre de soldats qui sont pas, le nombre de bataillons. Mais non, il faut pas se laisser vivre dans la peur, même sinon on sait que voilà, en face vous avez le village, il y a une petite colline pour monter chez nous, et entre les deux il y a rien quoi, genre on peut monter s'il y en a un qui veut, et il y en a qui veulent, mais ils ont pas encore passé le cap. Il y a protection, il n'y a pas de mur, il y a rien. Il y a l'armée, il y a des caméras, il y a un berger allemand. Moi aussi personnellement, je suis armé, voilà, c'est une responsabilité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, mais il faut être prêt à ouais, il faut être prêt à tout, c'est pas quelque chose qu'on veut, on n'a pas envie que ça arrive, etc. Mais on n'est pas là non plus pour se laisser faire. Et si demain il y a on veut pas que ça arrive en 7 octobre. Et on veut que l'État et l'armée mettent tout en place pour contenir ça et pour lutter contre ça avant que ça arrive. Mais c'est une option qui est pas zéro et qui est loin d'être zéro. Déjà, pour revenir sur cette normalité qui est ici, c'est-à-dire c'est monsieur, madame, tout le monde qui ils n'ont pas forcément envie de se lever le matin et de combattre. Non, vraiment, ça veut dire les gens qui habitent ici, nos voisins, c'est pas des gens qui se lèvent le matin et qui se disent waouh, je suis le gilet pare-balles de tout Israël et je sauve le monde et je suis en face les Arabes et comme moi je suis là, alors eux ils sont pas là. Ouais, pas du tout. C'est des gens qui se disent mince, j'ai plus de lait et ou je cherche un travail voilà, ou je vais ouvrir mon magasin, ou c'est-à-dire c'est normal qu'ils nous bémettent mais c'est une autre vie, c'est une vie genre ça veut dire en face de la maison on a un jardin, on a une petite salle de jeu pour les enfants, on se connaît tous, les kidouches, Shabbat, on se fait un chez les autres. Ça veut dire, oui, t'as le côté idéal, mais c'est un peu derrière comme ça dans la tête. C'est pas vraiment, je me lève le matin et c'est ce que je fais. Je vis une vie normale, je travaille comme tout le monde. Moi, je suis dans la communication. Johan, c'est un ingénieur. Ça veut dire, c'est vraiment. Vous avez pas peur que le prochain 7 octobre, il aura lieu ici en Judée-Samarie? Encore une fois, on se laisse pas aller et laisser vivre dans la peur. Et on sait que l'État et l'armée, etc., ils mettent tout en place pour pas que ça arrive, et contenir et prévenir pour pas que ça arrive. Mais ouais, c'est une situation qui est un peu folle comme ça. La Kiryat qui est à Tel Aviv, c'est comme le Pentagone d'Israël, voilà, là où il y a tout le centre de l'armée. C'est à 10 minutes, un quart d'heure en voiture de une grande ville de terroristes, quoi. Donc c'est un truc de fou de vivre dans cette réalité. Et c'est comme si en France, à Paris, toi t'habites, je sais pas, dans le 19e arrondissement, et dans le 20e, t'as des gens qui veulent t'égorger. Alors comment tu vis avec ça tous les jours? Et tu vis, tu continues de vivre, et t'espères que ça arrivera pas. Mais ouais, tu fais attention, tu ouvres les yeux. Moi par exemple, voilà, je suis armé, c'est une responsabilité, c'est pas quelque chose que t'as envie d'utiliser, c'est pas quelque chose que t'attends tous les jours.
Mais voilà, Tu te prépares à cette éventualité, quoi. il faut y être prêt. Pas sur ses aguets. Alors dans ce cas-là, à titre de comparaison, si on prend un juif en France qui a peur de la montée de l'islamisme et un juif en Israël qui est entouré d'arabes, quelle est la différence? La différence est très simple, c'est que dans le monde entier, on voit là en France la montée de la gauche islamiste, et à New York le maire aussi est comme ça islamiste qui arrive au pouvoir. Moi j'ai plus peur pour le reste du monde que pour moi, ma pomme et ma petite famille, quoi. Ça fait plus peur parce que les juifs, moi j'ai peur pour eux, je les sens seuls, parce que c'est pas pareil. T'as posé la question du 7 octobre, est-ce que ça va arriver? C'est la même chose dans le reste du monde. Il y a un jour ça va exploser, mais qui sera derrière les juifs pour les défendre? Ici on a l'armée, on a Tsahal qui est une armée très forte, on est par définition elle est derrière nous. Les citoyens, on peut être armés, on peut se défendre. Il y a une entraide comme ça, les gens on est les uns derrière les autres. Mais en France, qui va les aider? Parce que en France, quand il y a un attentat, le Bataclan ou Nice ou je sais pas quoi, c'est tout de suite des dizaines et des centaines de morts, et ça a pas de fin. Ici, il y a tout de suite l'armée qui arrive, ou un citoyen courageux armé qui s'interpose, et ça s'arrête. Mais moi, j'ai plus peur pour ma famille et les restes des juifs à New York, en France et dans le reste du monde que pour moi. Quand il se passe un événement, un attentat ou une agression en France, qui se mouille pour aller aider une personne de pas se faire inquiéter, ou une femme qui se fait embêter, ou encore pire s'il y a un attentat, qui va se mouiller à aller aider? Il y a malheureusement pas beaucoup de sipour d'héroïsme et de gvoura comme ça. Alors qu'en Israël, moi ce que je retiens du 7 octobre, c'est pas le nombre de morts, c'est les gens qui ont pris leur voiture de l'autre bout du pays pour aller sortir des gens de la Nova et des kibbutz. C'est des gens qui sont allés prendre Madame tout le monde. Voilà, c'est des monsieur et madame tout le monde qui se sont réveillés, qui se sont interposés pour faire le bien en face du grand mal. Et quand il y a comme ça une attaque dans le monde, ou un tsunami ou un tremblement de terre, alors c'est la même chose. C'est Israël qui envoie des troupes à elle, qui envoie les Magen David Adom ou Yehud Hatzalah, etc., qui vont aider dans le reste du monde. Donc c'est le rôle d'Israël, et c'est ce qui se passe chez nous, d'aller aider les autres. Donc ici, je sais que s'il y a quelque chose, mon voisin il va aider, moi je vais aller aider mon voisin, etc. Mais en France, dans le monde, En fait, pour résumer, qui se lève pour son quand voisin. tu es attaqué parce que tu es juif, c'est les juifs qui vont venir sauver les juifs. Voilà. Et où il y a le plus de juifs? Chez nous, en Israël. Est-ce que vous vous imaginez rester ici sur le long terme ou c'est plutôt temporaire? On ne sait pas si cette année on va rester à Eli ou le village d'à côté, etc. Mais on se voit a priori toujours rester dans la zone. Pour conclure, un dernier message aux familles qui habitent en France ou aux francophones israéliens qui aimeraient venir habiter comme vous et avoir un idéal sioniste. Quel message vous aimeriez faire passer au public francophone? Venez. Quoi? Venez, non. Il faut réfléchir, il faut voir où est l'avenir. Alors c'est sûr que voilà, l'âge de l'Alia, il est plus c'est jeune, plus c'est facile, plus l'adaptation elle est simple. C'est une règle qui est connue comme ça. Mais il faut pas avoir peur. Encore une fois, il faut sauter le pas, il faut essayer. Et c'est quelque chose qui se prépare, c'est sûr. Mais si vous faites votre Alia, encore une fois, c'est quelque chose qui a besoin d'être préparé, qui a besoin d'être avec une aide autour. Et je pense qu'on l'a assez répété dans la vidéo. Mais là où il y a le plus d'aide, c'est ici, c'est dans ces zones-là, etc. Et je pense que il faut essayer de sortir de la bulle de la francophonie et d'essayer de venir, de vraiment vivre une expérience israélienne, essayer d'aller vivre les choses à fond et être dans un endroit où les gens ils vont soutenir, etc. Moi, je dis qu'il faut pas tout le temps faire ce qu'on a l'habitude, ce que tout le monde fait, rester dans ton carré, sors, change, réalise tes rêves. Et en vrai, avec cette vue, je pense qu'on n'a pas obligé de parler. C'est ça la réponse. Merci de nous avoir suivis pour ce deuxième épisode sur Eli, le Yishuv, où habitent Sarah et Yohan en Judée-Samarie. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.